Aux pentes du coteau, sous les roches moussues, l'eau vive en murmurant filtre par mille issues, croît, déborde et remue en son cours diligent la mélisse odorante et les cailloux d'argent. Le soir monte, on entend s'épandre dans les plaines de flottantes rumeurs et de vagues haleines. Le doux mugissement des grands bœufs fatigués, qui s'arrêtent pour boire en traversant les gués, et sous les rougeurs d'or du soleil qui décline, le bruit grêle des pins au front de la colline. Mon cher Jean-Claude, je suis émue de te voir. Émue. Parce que nous avons fait pas mal de choses ensemble et la vie, le temps nous a séparés. Tu racontais des souvenirs de ce moment où nous nous sommes croisés. Est-ce qu'entre le moment où nous nous sommes rencontrés et aujourd'hui, tu peux résumer un tout petit peu ce qui s'est passé pour toi? Karine Saporta quand même. Moi, ça me fait un peu le même effet, c'est-à-dire que ça me renvoie à tellement de choses, et non seulement par rapport à toi, par rapport au chorégraphe que tu es et que j'ai tellement aimé et que je continue à apprécier, mais aussi par rapport à toute mon existence et toutes mes relations avec les artistes. C'est un peu emblématique de ça. Et ce que tu décris, c'est-à-dire ce temps entre hier où on a travaillé ensemble et aujourd'hui, ben c'est vrai pour énormément d'artistes. Moi, j'ai été fabriqué à l'enclume des artistes. J'ai rencontré des dizaines et des dizaines d'artistes et c'est vraiment eux qui m'ont construit. J'ai l'habitude de dire qu'en rencontrant en gros, un peu longuement, 50 artistes chaque année pendant 50 ans, je suis aujourd'hui un peu moins con qu'avant. Alors, donc, pour répondre plus précisément à ta question, oui, j'ai évidemment été, je le répète, construit par ces rencontres. Et c'est une chance formidable. Parce que ce que je pense aujourd'hui, notamment ce que je suis en train de devenir et de la mission qui vient de m'être confiée autour de la défense des droits, c'est vraiment la résultante de tout ça. Je suis absolument à la fois honoré et très chargé de cette mission. C'est la plus belle qui m'ait jamais été confiée. Essayer de veiller à ce que les droits des individus soient respectés. Et encore une fois, si j'en suis là aujourd'hui, c'est certainement à cause de toutes ces rencontres qui m'ont forgé, dont celle avec Karine Saporta. Donc aujourd'hui, tu as une mission concernant la défense des droits de l'homme. Avant et pendant longtemps, et peut-être encore aujourd'hui, comme tu le disais, tu as fréquenté des artistes, tu les as programmés. Moi, je veux bien que tu dises quelques mots de là où tu étais, de ce pourquoi tu as rencontré 50 artistes par an, et quel rôle et quelle proximité tu avais avec le plateau et avec eux. Ah, c'est une question passionnante, Karine. Pour moi en tout cas. Oui, j'ai dirigé pendant très longtemps, près de 40 ans, la scène nationale d'Alençon qui programmait à la fois à Alençon, à Flers et à Mortagne. Moi, ce que je veux bien te dire, c'est comment on fait ça? Qu'est-ce que c'est que faire une programmation? Pendant des années, je me suis interrogé là-dessus. Je me suis dit, mais attends, ton boulot, c'est de dire ce spectacle-là est une œuvre d'art et ce spectacle-là n'est pas intéressant. Quel culot? De quel droit? Alors beaucoup de mes collègues, je le sais, disent « moi je programme ce que j'aime ». Bah, je suis désolé, mais le public il s'en fout de mes goûts. Que j'aime Karine Saporta ou que je l'aime pas, les gens s'en foutent. C'est pas la question. Je crois que j'ai compris, j'ai mis 10 ans à le comprendre, mais que il y a, je vais dire ça fait pompeux, mais voilà, je crois qu'il y a œuvre d'art s'il y a proposition d'un monde, ou pour le moins, vision singulière de ce monde. Autrement dit, tous les artistes que je programmais, que je les aime moi ou que je les aime pas, c'est pas la question, il me fallait, me semble-t-il, que chacun d'entre eux propose leur univers. C'est formidable de penser ça. Le rôle de l'artiste, c'est, voilà, je vous présente, moi je vous offre à vous public, je vous propose mon monde, mon univers. Vous l'aimez, vous venez avec moi, vous ne l'aimez pas, c'est pas grave, vous restez en côté, mais en tout cas, vous saurez que ce monde-là existe. Et
je trouve que c'est vraiment ça le rôle du programmateur. Ces gens qui vont voir des dizaines et des dizaines de propositions d'univers différents, ils vont être amenés à choisir. Et du coup, en choisissant, ils vont trouver leur place dans ce monde. Et c'est pas si facile de trouver sa place dans ce monde. Et je crois, moi, que mon métier a aidé un peu les individus à trouver leur place. Alors, peut-être que là, tu viens de trouver le trait d'union entre ta mission défense des droits de l'homme et puis ta vision de la défense des artistes. Je ne sais pas qui disait « on ne peut pas dire arrêtez le monde, je veux descendre ». Et c'est le drame. C'est-à-dire que les artistes ressentent cette fixité du destin humain comme... ils pensent qu'ils peuvent déjouer ce destin-là et proposer une alternative, non pas descendre du monde, mais embarquer ou faire embarquer dans un autre monde. Donc d'une certaine manière, défendre le spectacle vivant, défendre l'art, défendre la proposition des artistes, c'est défendre des utopies. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Et quelle alternative au monde tel qu'il est, à l'humain tel qu'il est, l'art peut proposer? Est-ce que c'est un propos politique que de proposer une alternative, ou par rapport à cette mission qui, elle, est beaucoup plus éthique et politique, il y a une différence entre l'art et la politique? Je ne sais pas pourquoi ça me renvoie à Madame Bovary. Madame Bovary qui rêvait, en fait, elle était rebelle parce qu'elle rêvait que le monde réel soit aussi beau que le monde des livres. Et c'est vrai que tu as raison, c'est ça l'utopie. Et c'est cette utopie-là qui nous rend rebelles, qui nous rend révoltés, qui nous rend debout et qui fait que j'ai tellement envie de défendre les droits individuels des individus. Je crois que c'est vraiment... j'ai l'impression qu'on touche là exactement la question. C'est Madame Bovary, quoi. Et probablement, si je suis tellement attaché aujourd'hui à ces droits de l'homme, à ces droits humains individuels, c'est exactement en lien avec tout ce dont nous parlons en rapport avec l'art. Oui, je vois, je ne sais pas si les gens verront très bien le rapport, mais moi je le vois parfaitement et c'est rigolo. Je te remercie d'avoir mis le doigt là-dessus. Peut-être qu'on peut dire que même une œuvre d'art qui vous fait pleurer, qui vous fait sangloter, vous rend plus vivant d'une certaine manière parce qu'effectivement ce sont des sanglots connectés avec une autre sensibilité. Et donc c'est en ça que l'art se situe peut-être, même lorsque ce qui est mis en scène est dramatique, est tragique, du côté de l'utopie. Par contre, dans le monde tel qu'il va, dans la vraie vie, puisque maintenant tu vas agir non pas dans l'utopie théâtrale, mais dans la vraie vie. Est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on regarde un être humain dans le désarroi, en déshérence, dans la tristesse, et qu'on a envie effectivement de tendre la main, d'être dans la solidarité, de rééquilibrer les choses, est-ce que là, la notion d'empathie qui joue au théâtre est le nerf de la guerre pour que l'action politique soit humaniste ou humaine? Complètement. Empathie, je suis d'accord, j'adore le mot. Il y en a un autre, c'est considération. L'individu perdu, ce qui est dramatique, c'est qu'il ne soit pas considéré. C'est-à-dire que celui à qui on a privé de ses droits, il n'existe pas, on ne le considère pas. Et ça, c'est terrible. Chaque individu, chacun d'entre nous, la première chose qu'on demande, c'est à être considéré. Donc oui, mais peut-être pour revenir un tout petit peu sur ce que tu disais, il y a aussi une parole que j'aime beaucoup de Jean-Pierre Vincent. Jean-Pierre Vincent disait, notre boulot d'artiste et donc de programmateur aussi, c'est de faire en sorte que l'individu qui est entré dans mon théâtre ne soit pas exactement le même que celui qui va en sortir. Il va, dans ce temps-là, s'être passé un petit quelque chose qui va avoir peu ou prou transformé l'individu. Et la construction dont je parle depuis le début de l'individu se fait par ces petites touches-là. C'est pour ça que ce métier que nous faisons, soit artiste, soit médiateur, ou que nous avons fait, est tellement important. Nous apportons les petites touches qui permettent à chacun de choisir et de se construire et de trouver sa place dans le monde.
Et je crois que je continue en essayant de défendre à travers, ça s'appelle le défenseur des droits, hein, c'est Jacques Toubon, et qui a des délégués un peu partout. J'ai l'honneur de faire partie de ces délégués. Je pense que oui, je continue à faire le même métier, d'une certaine manière. Oui, alors en fait, c'est extrêmement brillant et en même temps profond ce que tu viens de dire. Parce qu'on dit, on se pose toujours la question, mais est-ce que l'art peut changer le monde? Et toi, tu as déplacé la question et tu dis, l'art, un spectacle peut changer la conscience d'un individu, d'un être humain. C'est pas changer le monde, c'est malgré tout changer quelque chose d'essentiel. Je voudrais te demander quelles ont été les expériences théâtrales dans ton existence qui t'ont profondément changé, qui ont fait qu'en ressortant, tu étais non seulement différent, mais ta conception du théâtre en a été bouleversée, révolutionnée. Éventuellement, tu n'as plus pu faire du théâtre ou programmer du théâtre de la même manière. Est-ce que tu peux raconter quelques rencontres? Ah oui, parce qu'il n'y en a pas 50. Des spectacles qui bouleversent ta vie, il y a le Living Theatre. Ça, c'est sûr. Le Living Theatre fait partie. Quand j'ai vu le Living Theatre, j'ai dit je faisais déjà du théâtre. Mais vous savez, ce théâtre dans lequel on raconte des histoires. Là, je vois le Living Theatre et je sors de là en disant bon, ou j'arrête de faire du théâtre. J'ai dit ça d'ailleurs. J'ai dit j'arrête de faire du théâtre. Après, je me suis colté Le Regard du sourd de Bob Wilson. Un peu pareil. Le Regard du sourd, pour ceux qui auraient oublié, c'est un comédien qui met 3/4 d'heure à traverser un plateau avec un poisson sur le dos. Et c'est tout ce qui se passe, mais c'est totalement fascinant. Et là encore, me dit, là, ça ne correspond pas à ce que je croyais. Après, en danse contemporaine, moi, j'ai pris un gros coup aussi avec Café Muller de Pina Bausch. Là, j'ai pris ça aussi en plein dedans, quoi, où on n'est plus, encore une fois, dans je raconte des histoires, je propose vraiment des mondes totalement insolites, des mondes auxquels et j'adhère, moi, à ça. Et puis, il y a Ionesco. C'est-à-dire cette déconstruction. Moi, je croyais que jusqu'à Ionesco, quand on racontait une histoire, c'était à peu près construit, et lui, il fout tout par terre. Il déconstruit. Il déconstruit et il propose même pas vraiment une reconstruction, lui. Donc, c'est ces chocs-là qui ont été les premiers chocs dans ma vie, mais c'est sûr qu'après avoir rencontré des spectacles comme ça, on n'est plus du tout comme avant, quoi. On ne peut plus faire pareil qu'avant. Alors il y a ces trois-là, il y a Shakespeare, évidemment. Moi je suis un enfant de Shakespeare, quoi. Je pense que j'ai jamais rien vu de plus beau, de plus moderne, de plus bouleversant, de plus vrai, de plus politique, pour moi. Shakespeare, c'est mon maître. Et je peux même dire que je me bagarre souvent avec des tas de gens qui mettent Molière. Je dis Molière n'a aucune modernité. Mais quand je dis ça, je sais que je me fâche avec 80% des spectateurs. Voilà, moi, il y a oui Shakespeare. C'est bien sûr Shakespeare. Alors, tu cites le Living Theatre, tu cites Ionesco. Il y a eu effectivement au cours du XXe siècle des bascules extrêmement rapprochés, parce qu'entre Ionesco et le Living, finalement, il n'y a pas 3 siècles. Est-ce que le XXe siècle a été le siècle de la danse? Si Béjart rappelle sa compagnie Les Ballets du XXe siècle, quelque part, on peut dire qu'il s'est passé en un siècle ce qui ne s'était pas produit pendant des siècles et des siècles, où on dansait avec ses pieds, on dansait avec ses jambes, et tout d'un coup, on danse avec sa sensibilité. C'est-à-dire que la danse n'est pas un agencement de pas, mais une forme d'expression des tréfonds. Est-ce que tu crois que ces déconstructions, ces reconstructions, si tant est qu'avec Bob Wilson, il y a eu ensuite reconstruction, puisqu'il y a toute une esthétique wilsonienne qui naît de là, a quelque chose à voir avec le fait qu'au XXe siècle, le statut du corps a été complètement libéré, on pourrait dire, s'est émancipé par rapport à des siècles où la bienséance, la religion, en particulier la religion chrétienne, a fonctionné dans un dualisme où le corps était en dessous de l'âme. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce sujet, la danse et le théâtre, le dualisme et tout d'un coup l'explosion théâtrale de la fin du XXe siècle? Complètement d'accord, je pense que ça a tout à voir avec la liberté. Tout à voir avec la liberté. On s'est libéré de carcans énormes
Et que c'est pour ça, mais ça a du sens, tout ça, on brûlait les comédiens il n'y a pas si longtemps. Et qu'encore aujourd'hui, il y a quand même plein de gens qui n'aiment pas la liberté des artistes. Parce qu'ils sont dérangeants. Il y a une formule que j'ai, quand je suis arrivé à la région, je ne devrais pas dire des choses comme ça, quand je suis arrivé à la région Basse-Normandie, on m'a dit « Ah oui, vous allez vous occuper des artistes ? Ah oui, ces gens incontrôlables, jamais contents. » Et j'ai répondu « Oui, et c'est exactement pour ça qu'on les aime. » Parce que c'est leur fonction. Oui, ils peuvent pas se satisfaire de ce monde tel qu'il est, encore une fois. Donc ils vont se libérer des carcans et ils vont exprimer cette liberté. Donc c'est l'acte même artistique et politiquement dérangeant. Évidemment. Et ce que tu décris sur l'évolution de la danse, c'est complètement vrai. C'est l'exercice, la prise de possession de sa liberté de faire. C'est considérable, bien sûr. C'est pour ça que je reste, moi, absolument confiant. Les artistes vont continuer. On peut maltraiter, faire tout ce qu'on veut. La création perdurera parce que la nécessité de créer pour les artistes et cette nécessaire prise de liberté-là, elle ne va pas s'arrêter, même si on fait tout pour que ça s'arrête. Ça ne s'arrêtera jamais. Heureusement, quand même. Écoute, c'est réconfortant ce que tu dis. Moi, je suis moins optimiste. Je suis même un peu préoccupée en tant qu'artiste du corps qui ai choisi de m'exprimer à travers le corps, préoccupée par l'importance que prend le numérique, l'image virtuelle, cette chose qui n'est pas incarnée, qui est désincarnée, qui n'est même plus en 2 dimensions, on pourrait dire, qui est presque, on toucherait presque la 0 dimension ou l'unidimensionnalité. Et j'ai l'impression que par rapport à cette libération du corps, du désir, de la chair, par rapport à des siècles d'oppression religieuse qu'a connu le XXe siècle, le XXIe siècle est en train d'imposer une sorte de passivité du désir, de passivité de la pulsion, de passivité de la chair, lié au fait qu'il est peut-être beaucoup plus facile de quantifier et de réduire et de standardiser et de normaliser la pensée quand elle n'est pas incarnée. Alors, toi, tu es très optimiste. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce qu'on appelle les nouvelles technologies, les GAFA, tout ce que l'ordre mondial aujourd'hui est en train d'apporter comme nivellement de la pensée et des comportements? Je n'ai aucune inquiétude. Y compris par rapport au confinement, par exemple. Il y a des artistes qui ont fait la bêtise, des chanteurs, de mes copains, qui ont fait la bêtise de se mettre dans leur petite chambrette et de chanter une guitare. Mais par rapport au spectacle qu'ils donnent, c'est nul, c'est à pleurer. Parce que là, les gens se rendent compte que rien ne remplace le spectacle vivant. Et moi, je suis là-dessus complètement tranquille. Ils peuvent mettre en place toutes les technologies d'enfer. Jamais, rien ne remplacera des artistes en chair et en sang et en sueur sur un plateau qui vont me faire vibrer dans la salle. Et ça, il n'y a pas de technologie pour remplacer ça. Et ça durera. Ça, il y a longtemps quand même que ça existe. Et bien, je te fais le pari que nos petits-enfants se précipiteront dans les théâtres. C'est sûr. Donc tu es très optimiste. Oui. Bon, une fois de plus. Utopiste debout. Et c'est pour ça qu'on t'a confié la mission que l'on t'a confiée. Pour effectivement que se propagent des idées libératrices, que nous adoptions des comportements beaucoup plus respectueux de ces droits de l'homme et qu'au niveau des lois aussi, il y ait des changements. Est-ce que tu peux donc maintenant, du théâtre à la politique, parler de ces nouvelles missions, de quelle manière tu entends les mener? Moi, je crois que alors cette mission, essentiellement, elle est de veiller à la relation de l'individu avec les administrations, par exemple. Elle est de veiller à tout ce qui est discrimination, très important. Elle est de veiller aux droits de l'enfant. Parce que ça, les droits de l'enfant, moi, ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Bon, essentiellement. Et on observe quand même que dans la plupart des cas, quand les droits de l'individu sont mis à mal, c'est pas par volonté. Combien d'abrutis sont capables de dire « cet individu-là, je veux m'asseoir sur ses droits ».
ça n'existe pratiquement pas. C'est très souvent des erreurs, des bêtises, une administration coupe perd un dossier, qui machin, un truc comme ça. Il y a très souvent, par exemple, un chef d'entreprise, je vais prendre un ou deux exemples, un chef d'entreprise, une petite entreprise, sa femme de ménage part pour faire un bébé. Bon, elle revient de son congé de maternité, on lui dit « Ah ben madame, voilà, on vous a remplacé, etc. » Ben non, on n'a pas le droit de faire ça. Mais combien de fois le mec l'a fait parce que ou il ne savait pas, ou il n'y a pas pensé, etc. Mais c'est pas volontairement. Je crois encore une fois que dans le principe, les gens ne sont pas tous des saligots. Donc moi, je crois plus à la pédagogie, je crois plus à la négociation, je crois plus au fait d'expliquer aux gens d'abord leurs droits. Moi, je voudrais aller voir tous les élèves de collège et de lycée, leur dire, dans une cour de récréation, vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi, les mecs. Vous ne pouvez pas traiter, avoir des propos racistes, etc. Vous ne pouvez pas, sur Internet, dire n'importe quoi de votre copain, etc. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, faites de la pédagogie d'abord. Et après, rattraper des erreurs. Mais je ne crois pas, encore une fois, que le monde soit mauvais à ce point de vouloir, comme ça, priver les gens de leurs droits. C'est pour ça que je reste optimiste. Je pense que ça va bien se passer. D'abord et essentiellement dans la négociation, dans l'explication, dès l'instant où on sait écouter les gens en détresse. D'abord, les écouter, les entendre, déjà, qu'ils ne soient pas seuls. C'est ma première mission, la plus belle. Donc l'empathie, encore une fois, absolument. Savoir écouter, savoir ressentir l'autre. Alors, comment expliquer que, pour des raisons liées au profit, on continue de fabriquer des armes, on continue de massacrer des populations. Moi, je me pose souvent la question, croire dans le fait que l'individu, l'être humain, l'humanité est bonne, c'est extraordinaire. Mais comment intellectuellement on joint cette sensation que l'humanité a cette capacité de faire le bien avec cette conscience qu'elle a aussi la capacité de faire le mal? Oui, ça, j'ai assez la conviction que ça faut appeler les choses par le nom, ça s'appelle l'ultralibéralisme. C'est-à-dire que le pouvoir n'est plus aux politiques, il est à l'argent. Je pense que les ultralibéraux ne sont pas très malins. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent à très court terme, avoir de l'argent tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais qu'à force de jouer à ça, peut-être qu'ils vont aussi à la branche sur laquelle ils sont assis. Je crois que tout ça est momentané. Je crois que c'est un philosophe ou un sociologue qui s'appelle Halimi qui parlait de la bascule, comme ça. Que ces libéraux en question, il y a 50 ans, disaient « mais on n'y arrivera jamais à faire passer nos idées libérales. On n'y arrivera pas ». Et ils y sont arrivés. Nous, aujourd'hui, on dit « on n'arrivera jamais à faire passer nos idées humanistes avant l'argent ». Je crois que oui. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est pas possible. C'est pas possible que on soit dans ce mouvement où seul l'argent et le bénéfice immédiat, c'est même pas, ils travaillent pas à terme les mecs. Ils disent tout de suite. Je crois que ça va s'arranger, presque tout seul. C'est comme les fruits bien mûrs, quand ça pourrit et ça tombe. Je crois beaucoup à ça. Alors évidemment, il y a des passages difficiles. En ce moment, c'est vrai que c'est terrifiant. Moi, je suis un homme en colère, évidemment. Évidemment que tous les jours, des choses sont invraisemblables, insupportables, d'injustice, mais toujours dans cet objectif de l'argent. C'est pas possible que ça dure. Et je crois aux jeunes, moi, un peu là-dessus. Ils vont pas accepter ça longtemps, quand même. Ils vont se rendre compte. Bon, il y a des choses très réconfortantes, effectivement, chez les jeunes. Alors, tu m'as écrit juste avant que nous nous rencontrions que tu étais un homme en colère. C'est une colère bien douce et bien positive et bien réconfortante. Et que je sais vaine, mais qui m'est nécessaire. Écoute, j'allais te répondre que la colère était un sentiment que j'ignorais. En revanche, la conscience qu'il fallait garder la révolte pour que les choses changent, c'est-à-dire garder en soi le sentiment que on est choqué, on est mal à l'aise, on est dérangé très profondément par des réalités que nous avons envie de changer, mais ne pas être dans l'émotion, et je suis
tellement heureuse que tu l'aies dit, d'une colère qui sied à tous les discours populistes Oui, bien sûr. et qui conduit au pire. Oui, absolument. Je partage absolument une colère vaine, mais indispensable. Le jour où je ne suis plus en colère, je crois que là, je serai vraiment vieux. Merci mon cher Jean-Claude. L'âme, si frileuse, si farouche, devra-t-elle vraiment marcher sans fin sur ce glacier, seule, pieds nus, ne sachant plus même épeler sa prière d'enfance, sans fin punie de sa froideur par ce froid? Bonjour Gauthier, Bonjour Karine. ça me fait vraiment très plaisir de te revoir ce matin. D'abord parce qu'on a fait pas mal de choses ensemble. Tout à fait. Et puis parce que c'est une belle matinée d'été qui s'inscrit dans l'après-confinement. Oui. D'ailleurs, je sors de la piscine. Et tu sors de la piscine et ça se voit et ça se sent. L'après-réouverture du luxe. Oui. Vous avez rouvert il y a 2 jours, Le lundi 22 juin, lundi, vendredi, juin. comme le recommandait le gouvernement. Qu'est-ce que ça implique d'avoir ouvert après 3 mois, quasiment? Après 100 jours de fermeture, oui, c'est quelque chose d'assez fort parce que on avait besoin de se retrouver avec le public, avec les spectateurs. On a été d'une certaine manière orphelins d'eux. Je pense qu'ils ont été orphelins de leur salle. Donc c'était important de réouvrir. Après, on s'était préparé à une ouverture un peu plus tardive, au 1er juillet. C'était le scénario qui était en train d'être travaillé avec le gouvernement. On était un peu surpris par cette annonce du coup. Je pense qu'il nous aura fallu un peu de temps parce que pour le coup, on n'était pas totalement prêt, même si les mesures sanitaires sont assez simples à mettre en œuvre. En revanche, on a à l'affiche assez peu de films qui puissent permettre au public de vraiment reprendre le chemin des salles, parce que de leur côté, les distributeurs eux-mêmes n'ont pas eu le temps de se positionner, de reprendre le calendrier. Et donc on est un tout petit peu coincé par ça. Et puis par le beau temps, mais alors là, le gouvernement n'y peut rien, et la date n'y peut rien, voilà, ça tombe plutôt mal, puisque c'est une semaine où il fait effectivement très très chaud, et les gens ont autre chose à faire peut-être que de retourner dans des salles obscures, où en plus de ça, il y a encore une crainte, une peur. Alors, tu disais que vous n'étiez pas tout à fait prêt, que les calendriers avaient été bousculés. Est-ce que ça signifie que vous aviez un programme pour cette fin juin et qu'il a été modifié? Ce que ça signifie, c'est que en fait, moi, pendant cette période qui a duré 100 jours pour les salles de cinéma, c'était très long, j'ai souhaité que le luxe ne reste pas inactif. Et donc on a mis alors de façon parcimonieuse, et ça reste marginal, mais des choses en œuvre, puisqu'on avait déjà une plateforme qui s'appelle Netflix, plateforme concurrentielle de Netflix évidemment. Elle existe depuis 3 ans, c'est un prolongement de notre vidéoclub, et donc du coup on l'a alimenté un peu plus que d'habitude, et d'ailleurs ça a très bien fonctionné. Les spectateurs du luxe nous ont été très fidèles, et pas seulement les spectateurs du luxe. On a beaucoup parlé de cette plateforme. Par ailleurs, on a fait des séances de e-cinéma. Le e-cinéma, c'est aussi quelque chose d'un peu particulier. C'est des séances sur une salle virtuelle, à heure fixe, souvent suivies de débats avec la réalisatrice, le réalisateur. Et donc on en a fait quelques-unes, je dirais une bonne quinzaine, pendant toute cette période. La réflexion maintenant, c'est de savoir si on continue ou pas, puisque c'est finalement quelque chose d'assez intéressant à mettre en œuvre. Et puis surtout, ce qui a fait beaucoup parler du luxe, c'est la mise en œuvre de drive-in. Donc l'idée, c'était de délocaliser une des salles du luxe sur le parc des expositions à Caen, et de permettre aux gens de venir de façon très sécurisée dans leur voiture, de payer un vrai billet de cinéma en fait, et avec des films qui étaient encore à l'affiche quand on a fermé nos portes, type Parasite, type De Gaulle. Enfin, on n'a pas fait De Gaulle, mais on allait le faire justement. Et nos drive-in, on devait les poursuivre jusqu'à la fin juin.
C'est-à-dire on voulait faire la jonction avec les réouvertures des salles. Et c'est aussi ce qui nous a pris un peu de cours, c'est-à-dire qu'on a été obligé d'arrêter finalement le 20 juin, puisqu'on s'est tenu à l'engagement qu'on avait, c'est-à-dire de faire la jonction avec l'ouverture, d'arrêter après. Donc le drive-in, il a été installé. Ah oui, le drive-in il était installé, et lui aussi il a subi les aléas du temps, malheureusement. Il y a eu des intempéries qui nous ont obligés à annuler quelques séances, mais dans l'ensemble ça s'est super bien passé et c'était un moment assez exceptionnel et même émouvant. Moi j'ai retrouvé des choses que j'ai rencontrées au Mali. Alors ça n'a rien à voir parce qu'au Mali je faisais des projections itinérantes et les gens ne venaient pas en voiture, hein, ils venaient à pied même le plus souvent, mais en plein air, mais il y avait quelque chose dans la préparation, dans l'énergie, dans la joie des spectateurs là qui klaxonnaient, qui faisaient des appels de phare, quelque chose de très fort et très émouvant. Et du coup, finalement une certaine fierté pour l'équipe du luxe d'apporter quelque chose pendant cette période, de ne pas laisser les gens totalement orphelins de leur salle de cinéma, de ne pas laisser orphelins du cinéma tout court, même si c'est vrai que le cinéma on a pu, et ça il faudra qu'on regarde ça de près, nous professionnels, le cinéma on a pu le trouver ailleurs pendant toute cette période, on le trouvait déjà, mais là ça a été fulgurant avec l'explosion des plateformes, voilà, et puis la télévision qui s'y est mise aussi de façon très forte. Qu'est-ce qui fait la différence entre le fait de regarder chez soi un écran, où les films sont accessibles, ou de se retrouver tous ensemble face à un écran, dans une salle de cinéma? Je crois que tu viens de le dire toi-même. Mais là où moi j'ai été beaucoup critiqué quand même pendant cette période, notamment par la Fédération nationale des cinémas français, qui reproche certaines initiatives des salles justement de travailler sur la VOD, d'encourager leur plateforme VOD et donc d'encourager les gens à aller voir le cinéma ailleurs qu'au cinéma et puis également pour les drive-in parce qu'il y a une espèce de corporatisme en France de l'exploitation cinématographique qui considère que le cinéma n'existe que dans les salles. Or, je pense que c'est pas vrai. Je pense que le cinéma, on peut le trouver ailleurs. En revanche, on peut le trouver ailleurs et d'ailleurs, je pense que c'est les réalisateurs eux-mêmes qui doivent dire ce qu'ils en pensent, quoi. Si un réalisateur considère que son film peut être vu ailleurs qu'au cinéma, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. En revanche, c'est effectivement dans l'expérience collective qu'il y a quelque chose de très fort, de très différent dans l'échange, dans le débat. Voilà. Et même, d'une certaine manière, dans le drive-in, il y avait cette expérience collective en fait. Et, les gens retrouvaient quelque chose qui les séparait de cette fameuse distanciation sociale qui a été à l'œuvre pendant 2 mois, quoi. Ce qui est en jeu et qui disparaît, je pense, quand on est tout seul, ce n'est pas la qualité des films, la nature des films, le propos des films, l'esthétique, c'est le rituel social. Oui, tout à fait, oui. C'est comme de prier chez soi plutôt que d'aller dans un lieu de culte ou à l'église. Le cinéma, comme l'église, comme le théâtre, est un lieu qui rassemble et dans lequel on adopte certains comportements. Oui, non, En pyjama. Ben voilà, exactement. Ouais. Salle. Quoi qu'il y a des salles maintenant qui ont été créées, c'est avec des lits en fait. Il y a des inventions comme ça absolument hallucinantes où effectivement on incite les gens dans la salle même à retrouver leur réflexe de maison. Écoute, c'est vraiment extraordinaire d'entendre un directeur de salle tenir ses propos. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on entend tout à fait l'inverse, que la pandémie aurait encouragé des réflexes qui sont éloignés de la nature même du cinéma. Mais plus nous nous trouverons dans des situations inédites, plus nous inventerons des dispositifs inédits. Et ça, c'est complètement passionnant. Alors maintenant, parlons un tout petit peu du contenu du film. Est-ce que, selon toi, je ne te demande pas de lire dans ta boule de cristal, mais selon toi, la production cinématographique va être affectée par ce qui s'est passé dans le contenu des films et puis dans les désirs des producteurs d'investir? D'une part, la production va être impactée immédiatement, puisqu'il y a énormément de tournages qui étaient en cours, qui se sont trouvés arrêtés. Et
obligatoirement, il a fallu réfléchir à la façon de faire évoluer par exemple les scénarios, mais aussi les productions, les tournages, puisque un tournage aussi est soumis aux mesures de distanciation physique. Et on imagine mal 2 acteurs avec des masques, donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour les producteurs. Donc là, ça va être un impact immédiat, et puis y compris pour les tournages à venir, ce qui va impliquer aussi de la part des réalisateurs à inventer effectivement des dispositifs, mais aussi les scénaristes à réfléchir à des scénarios qui permettent malgré tout de faire des tournages dans des conditions. Un jour, un producteur peut très bien dire « j'ai pas besoin de la salle », ce qui est arrivé déjà plusieurs fois quand Netflix mettait le budget total sur un film de Scorsese, mais aussi de plus en plus, je crois, par crainte peut-être aussi de ce qui pourrait arriver à nouveau, la production risque de se dire je peux tout à fait me passer de la salle et surtout je peux me passer de la chronologie des médias. La fameuse chronologie des médias qui impose une fenêtre de 4 mois qui est préservée pour la salle, ce qui est une très bonne chose pour les salles de cinéma, mais obligatoirement les choses vont évoluer et donc c'est pour ça qu'il faut se tenir prêt en fait à un éventuel je veux dire une éventuelle exposition de cette fameuse chronologie des médias. Oui, donc ça veut dire inventer d'autres systèmes, d'autres idées. Ça veut dire se préparer aussi à la possibilité qu'il y ait des sorties de films qui soient concomitantes à salle de cinéma et VOD. C'est ce qui existe déjà d'ailleurs dans certains pays et il faut que, je pense, l'exploitation française s'y prépare, même si naturellement, dans un premier temps, il faut continuer, à mon avis, quand même à se battre pour la chronologie. Alors, le luxe est malgré tout une salle ancienne, militante, qui a des valeurs. Tu fais bien de dire que c'est une salle ancienne parce que précisément là aujourd'hui, on devrait être en train de fêter les 60 ans de la salle. On avait préparé, alors ça fait partie des choses qui aussi ont été un peu délicates humainement pour l'équipe, c'est qu'on avait préparé des festivités qui devaient démarrer le 20 juin et se finir le 1er juillet. Et donc là on est en pleine festivité, en plus il fait beau, il fait un temps magnifique. On avait un chapiteau à côté du cirque et on fêtait nos 60 un chapiteau de cirque à côté du luxe et on fêtait nos 60 ans. Et là tout est tombé à l'eau. Bon, ceci dit, on reportera sans doute à l'année prochaine. Ouais. Donc 60 ans d'existence pour une salle comme le luxe, ça veut dire malgré tout une nécessité. Parce qu'on ne dure pas 60 ans s'il n'y a pas le public, s'il n'y a pas l'engagement, s'il n'y a pas un fondement existentiel très fort. Est-ce que tu peux définir la place du luxe aujourd'hui, en 2020, dans le contexte cinématographique local ou national, des salles comme le luxe, et peut-être ce qui singularise l'engagement du luxe? Ouais, alors ce qu'on peut dire, c'est que donc, le luxe a effectivement 60 ans, mais Caen a toujours été très riche au niveau de sa cinéphilie, en fait, et Caen, c'est ce que j'ai rappelé à chaque fois là, pendant nos drive-in, est la ville la plus cinéphile de France après Paris, ce qui veut dire que les spectateurs en fait ont une fréquentation beaucoup plus élevée qu'ailleurs et les résultats sur les films sont nettement supérieurs à beaucoup d'autres villes de taille comparable ou même de taille supérieure. Donc il y a une vraie cinéphilie qui a encouragé évidemment au fil des années le luxe mais aussi le café des images et puis malgré tout encore aujourd'hui le Pâté ou GC qui sont des circuits très performants. Donc il y a cette particularité de la ville de Caen qui est liée très certainement à la dynamique du luxe qui est une association, ça c'est important de le rappeler, totalement indépendante, même si elle est soutenue par la communauté urbaine, mais elle est indépendante, propriétaire de ses murs. Elle a une histoire avec l'église, l'évêché, qui a construit aussi un peu son esprit. Et ce qui fait la singularité, je pense, c'est tout ce que le luxe hérite encore de l'éducation populaire, en fait. Et l'éducation populaire, c'est aller chercher le public là où il est, quel que soit le film, quel que soit le public. Et c'est un peu l'esprit de ce qu'on a fait avec le drive-in, parce qu'on est allé chercher un public beaucoup plus large. Est-ce que dans le choix des films, l'engagement du luxe, les idéaux
que défend le luxe se retrouvent? Ou est-ce qu'on a une programmation assez représentative de toutes les facettes, y compris les plus anecdotiques ou les moins... Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, ça repose la question du projet associatif du luxe, du projet culturel du luxe, qu'on a réinterrogé il n'y a pas très longtemps. Parce que, encore une fois, ce qu'on considère qui doit nous porter, c'est la cinéphilie et l'éducation populaire. Le luxe doit malgré tout accompagner aussi son temps et donc défendre certaines valeurs comme l'écologie, mais aussi comme la parité, comme le soutien à certaines personnes défavorisées, enfin tout ce qu'on peut imaginer hein, de ce qui compose notre société actuellement. Mais ça doit rester secondaire. Donc il y a toujours un moment, effectivement, on encourage le débat, donc on va avoir des films autour de l'écologie, autour de la parité, on est maintenant dans le collectif 50-50. Mais malgré tout, on reste avant tout des cinéphiles et on ne s'interdit rien au niveau de ce qu'on souhaite présenter, veut présenter, c'est pour nourrir ce qu'on appelle chez nous un terme qu'on a un peu imaginé comme ce qui nous représente, c'est la cinéphilisation. Est-ce que vous avez des temps forts dans l'année, des manifestations comme des festivals? Est-ce que vous avez des thématiques? Est-ce que vous avez à certains moments des événements? Alors écoute, avec le Café des Images, on s'était posé plusieurs fois la question de mettre en place un festival, éventuellement à Caen. Il en était d'ailleurs question aussi du côté de la ville. On a fait des tentatives avec un festival de court-métrage. Mais ce qu'on considère vraiment, c'est que entre le luxe et le Café des Images, c'est finalement un festival toute l'année. On reçoit énormément de réalisateurs, chacun une cinquantaine. On a une centaine de débats par an, autant d'animations. Et donc on a quelques événements comme les Boréales auxquels on participe, mais qui ne sont du coup pas nos événements, qui émaillent notre saison. Beaucoup de rendez-vous, mais pas de festival, sinon peut-être le festival Enfants Dessinés, qui est un moment très fort de la fin d'année, où on accueille pas loin de 20 000 enfants quand même, ce qui est pas mal, avec des films d'horizons divers, des animations aussi adaptées, de l'éducation à l'image. Voilà. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir faire une création à Cannes, scénique, mélangeant des corps vivants, charnels, avec l'image enregistrée, de faire pas mal de choses comme ça, mélangeant, mixant l'image projetée et le corps 3D, les 3D de la chair, physiquement. Est-ce que vous faites des choses comme ça, des événements vivants, liés, connectés au cinéma, avec les arts plastiques, la danse, la musique? Alors, déjà, pour commencer, on a une collaboration très ancienne et très régulière avec le théâtre de Caen. Donc on se porte écho des représentations qui ont lieu au théâtre. Donc on est vraiment en lien avec la danse, les spectacles vivants, les arts visuels. Et effectivement, ça nous arrive de participer à des projets comme cela. Je me souviens très bien d'avoir fait quelque chose d'assez étonnant avec, par exemple, Joël Hubaut. On avait reproduit la première séance de Maurice Lemaître. Donc ça fait partie de ces projets un peu originaux qu'on aime bien mettre en place. Mais justement pour nos 50 ans, donc c'était il y a 10 ans, au Théâtre de Caen, on a organisé un grand tournage participatif sur la scène du théâtre, un hommage à Fellini. Et donc là il y a eu vraiment mélangé toutes les cultures, tous les arts sur la grande scène du théâtre, mais aussi dans ses coulisses, du cinéma, du théâtre, avec les gens qui venaient participer, se maquiller, étaient costumés. C'était en collaboration avec Emma Vada. C'était un vrai grand bonheur, un vrai grand moment. Ça s'appelait la Grande Ripresa. Ça venait clôturer nos 50 ans. C'est formidable. Quelques mots pour finir sur toi, sur ton parcours. Je crois que tu as grandi à Caen. Et j'ai été très tôt bénévole au luxe en fait,
en 88, au début de mes études de droit. J'ai poursuivi mes études de droit jusqu'au bout. C'est-à-dire que je suis titulaire d'un DEA, d'un DESS, et normalement ma carrière, ça aurait dû être avocat. Néanmoins, j'étais bénévole pendant toute cette période de luxe, et quand j'ai eu fini mon service militaire, parce que je suis un des derniers à avoir fait mon service militaire, il se trouve que le luxe cherchait à remplacer M. Benoît, qui était le monsieur qui a écrit toute l'histoire du luxe jusque dans les années 90. Et on m'a proposé de faire un ticket avec Didier Anne. Et j'ai pas réfléchi longtemps. J'ai accepté immédiatement. Et donc je vis cette aventure avec Didier alors maintenant qui est passé dans une autre aventure lui, puisqu'on vient de créer une structure avec le Café des Images qui s'appelle Le Gap, et c'est Didier qui en prend la direction. Et voilà, et donc on a construit ce beau projet qu'est le luxe maintenant avec 3 salles. À l'époque il n'y avait qu'une salle. Maintenant on programme des salles à Douvres, à Ouistreham, à Falaise, à Lyon-sur-Mer. On fait énormément de projections à l'image, de projections plein air, d'éducation à l'image. Donc un vrai beau parcours. Et en fait mon histoire caractérise un peu celle de tous ceux qui composent l'équipe du luxe. C'est-à-dire qu'on a la particularité d'avoir une équipe qui est entièrement issue du bénévolat au luxe. Ce qui fait qu'on a une équipe, alors même si on sort d'une période un peu difficile, où il y a eu des tensions et que ça ne va pas être facile de rebondir après 3 mois de fermeture, on a une équipe qui est totalement portée par un projet en fait. Ce qui rend d'ailleurs parfois complexe, puisque chacun est emporté par ce projet, il a envie qu'il avance un peu à sa manière. Donc, le collectif est très important en ce moment-là, mais il faut aussi pouvoir le gérer. Donc voilà, en quelques mots, mon histoire. Bah, écoute, bravo. Ah oui, oui, j'ai oublié quelque chose d'important quand même, Karine. Parce que tu me parlais du confinement aussi. Ça aurait pu m'amener à faire quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps, c'est d'écrire. J'ai écrit pendant 10 ans tous les jours quasiment, en y consacrant beaucoup de mon temps, parce que j'avais quelque chose sans doute à extirper. Ça donnait d'ailleurs lieu à la publication d'un ouvrage qui s'appelle Mes Momos, c'est aux éditions Vistemboire, quelque chose dont je suis assez fier, un très bel objet. Et bien pendant le confinement, je ne l'ai pas du tout fait, et en fait en ce moment je ne ressens pas du tout le besoin de le faire. Mais j'ai aussi ce truc d'écriture derrière moi quand même. Nous avons marché longtemps, les murs, les pierres, entre les troncs, dans la forêt. Il y a peu de bruit, les oiseaux ne chantent pas, dans le chemin boueux, la trace d'un hérisson. Les ronces accrochent toujours leur piquant à la peau. Alors en fait, moi j'ai créé une dizaine de spectacles, voilà. De Beckett, en passant par Tourguenieff, en passant par Valetti, en passant par Musset, en passant par Brecht. Voilà. J'ai fait une grosse trilogie qui s'appelait Du commerce amoureux au négoce du désir, où j'avais rassemblé Claudel, Marivaux et José Plia. Je lui avais demandé, José Plia, d'écrire un texte sur la thématique du commerce amoureux au négoce du désir. Et ça, c'était un projet qui m'a passionnée parce qu'on utilisait le même décor, mais configuré à chaque fois autrement. C'était les mêmes éléments. On avait la même équipe. Donc ça, c'était un gros challenge, sachant qu'en plus, dans cette équipe, il y a des femmes, et ces femmes se sont mis à attendre des bébés. Donc ça, c'est très beau. Mais évidemment, ça oblige évidemment de remplacer. C'est un peu complexe. Et en fait, je joue depuis... j'ai écrit un texte qui s'appelle La femme au bulot, qui raconte un peu mon enfance à la campagne, dans les marais de 40 ans, au moment où on passe du cheval au tracteur. C'est totalement une époque complètement caractéristique. On ne reverra plus jamais ça. On reverra peut-être l'inverse, mais on ne reverra plus jamais ça. Et c'est quand même très... je trouvais que c'était joli d'en parler. Et ça m'a fait plaisir d'en parler. Donc j'ai écrit ce texte que j'ai joué. Et ça faisait très longtemps que je n'étais pas remontée sur scène. Parce que j'ai commencé comme ça avant de reprendre la direction. Et puis Les Beaux Jours, c'est le deuxième spectacle que je joue.
Ça, c'est tout à fait fortuit puisque Mathilde Heisman, qui m'a fait travailler, m'a fait un petit peu travailler sur La femme au bulot. Et là-dessus, elle m'a dit, moi je te verrais bien dans Les beaux jours, parce que tu as ce côté tragique et comique et ça convient bien, etc. Donc, voilà, c'est les 2 seuls spectacles que j'ai joués, enfin les 2 derniers. Donc tu es d'abord metteur en scène et Ouais. comédienne ensuite. C'est très intéressant ça, parce que souvent on imagine qu'on est d'abord comédien, puis qu'on devient metteur en Alors scène. au départ, oui, j'étais comédienne au départ, tout départ, quand j'étais amateur. Et puis en fait, c'est le directeur de la compagnie qui m'a dit un jour, j'aimerais bien que tu fasses une mise en scène. Voilà, parce qu'il j'avais vu des travaux d'élèves que j'avais fait et il était assez séduit. Et moi sur le coup, j'ai dit, mais il est fou. Il est fou, je ne peux pas, je ne sais pas. Et je lui fais une proposition. Je lui dis, moi j'ai envie de monter l'échange de Paul Claudel. Il m'a dit, ah non, tu es beaucoup trop petite. Donc, du coup, j'ai pensé à Beckett. Et là, ça lui convenait. J'ai commencé donc par Beckett. Je voulais monter Premier amour de Beckett, mais je n'avais pas le droit de toucher aux nouvelles. C'était une nouvelle, j'avais pas le droit. C'était interdit. Et du coup, j'ai manqué 4 petites pièces. 4 petites pièces, catastrophe, acte sans parole, 2, solo et comédie. Dans la salle, il me disait toujours « Ah, je suis fière, hein. Je la connais ». Quand il regardait une de ses pièces mises en scène, cette actrice-là, qu'est-ce qu'elle est belle, je la connais. Ouais, C'était ouais. lui le metteur en scène. Ouais. Il y a comme ça, même de la part des metteurs en scène et des chorégraphes, une fascination Ouais. pour les interprètes. Ouais. Qu'est-ce que tu as senti ça dans ta vie, Bien sûr. le metteur en scène? Bien sûr. Moi, je trouve que les acteurs, c'est infiniment séduisant quand même, parce qu'il y a d'abord, il y a une immense fragilité. Et pour moi, c'est toute la difficulté quand je travaille avec des acteurs. C'est-à-dire que il y a forcément des frictions, il y a forcément des choses, parce que c'est une mise en danger permanente. Et en plus, on est toujours dans un contexte où on recrée un petit monde comme ça, avec un pouvoir, enfin, il y a oligarchique, enfin, ou ce qu'on veut, mais ça engendre des choses puissantes, très puissantes, passionnelles. C'est à la fois dionysiaque et puis apollinien, enfin, on a tout ensemble mélangé, et c'est compliqué, c'est magnifique, mais c'est compliqué. Donc, bien sûr que je suis fascinée, moi, par les acteurs. Voilà, je suis fascinée par les acteurs. Pour ce qui est de cette fascination, est-ce que tu pars de ce sentiment très fort pour l'acteur quand tu commences à le diriger, ou est-ce que cette fascination se construit parce que tout à coup, de sa bouche, de son corps, une interprétation de toi-même, de ton être profond, de ta personnalité va surgir? Oui, est-ce que parce que finalement, c'est toi qui fais accoucher, qui crée cette maïeutique pour l'acteur, ou est-ce que c'est l'acteur qui te permet d'accoucher? bah, c'est un peu des deux, mais enfin, je pense qu'on est là, nous, pour faire sortir des choses qui nous parlent. Donc, il faut à tout prix essayer d'extraire la substantifique moelle, bien sûr. Enfin, et ça, quand on y arrive, c'est assez merveilleux, bien sûr. Mais c'est comme l'acteur, c'est la nature de l'acteur qui fait que. Et si on a choisi cet acteur-là, c'est qu'on sait que ça peut émerger, ça peut sortir. Autrement, voilà. Après, je sais que j'ai même choisi de travailler avec des acteurs extrêmement difficiles, compliqués, et sachant, je sais que je m'attendais à des orages. Qu'à de le dire, il y a eu des orages, il y a eu des choses très compliquées, mais je préférais ça parce que je savais que j'allais avoir un très beau résultat, quitte à y laisser des plumes. Je suis sortie quelques fois de mise en scène, on me dit, oh là là, la fille m'arrive. Plus jamais, c'est ma dernière. C'est-à-dire que non, un peu déprimée quand même, c'est-à-dire forcément, d'abord passage à vide parce que c'est fini, et puis avec quand même une envie de maudire tous ces gens-là, quoi, qui sont là comme des... qui sont là quand même, il y a un côté star, forcément, il y a un côté, regardez-moi, je suis dans la lumière, j'aime être dans la lumière, et en même temps, je suis fragile. Voilà, donc faites attention à moi. Et en même temps, les acteurs, quelquefois, ne font pas du tout attention au metteur en scène, puisque le metteur en scène, il est forcément le tout pouvoir, donc il doit être fort, il doit être très très fort, quoi. C'est ça aussi. Donc, mais on n'est pas fort du tout, enfin, pas vraiment, on est comme tout le monde, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques clés liées à tes méthodes en matière de direction d'acteur?
Alors, je n'ai pas de méthode, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas de méthode. Moi, je crois que je fais tout pour essayer d'en voir le plus de l'acteur, tout ce qu'il peut me donner. Donc, je mets en place des tas d'exercices, des tas de choses, des tas de lectures, pour entendre et voir les corps, et voir comment les corps et les mots s'agencent, comment ça s'épouse. C'est très beckettien, ça. De toute façon, Beckett, il passe son temps à parler à la fois du corps et des mots, en disant qu'il y a forcément toujours un côté un peu incompatible là, et que s'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien des fois dans leur corps, ou qui parlent bien, ou qui sont éloquents, et surtout les adolescents. Enfin, c'est vrai, quoi. Quelquefois, il y a les mots les corps sont embarrassés, quoi. Après, ça s'arrange quelquefois, heureusement. Mais oui, peut-être que j'utilise la méthode beckettienne, je ne sais pas. Voilà, faire ce choc-là. Mais oui, de toute façon, il y a toujours des situations difficiles et puis des rapports de pouvoir, bien entendu. Et puis le féminin masculin, et puis tout ça, comment ça se débrouille, comment les femmes s'entendent entre elles, les hommes s'entendent entre elles, comment le groupe s'entend. Voilà, tout ça. Et puis il y a des caractères. Moi, je me souviens aussi d'une scène aussi incroyable avec Carles. On jouait la ronde et il compte et il y avait une putain qui l'abordait, et c'était, alors moi j'avais choisi que c'était une très jeune femme, normalement c'est une vieille femme dans le texte, une très jeune femme, très jolie, avec des longs cheveux, très, très mignonne, et j'avais demandé à Marie de l'approcher, de le toucher, et il a dit ah non, certainement pas, certainement pas. Je dis mais attends, excuse-moi, mais c'est une putain, donc elle peut se permettre de non. Et c'était très dur avec lui. Alors il était espagnol, très beau, très sûr de lui, très matador comme ça. Et il était de toute façon absolument sûr que tout ce qu'il faisait était extraordinaire. Il faisait à peine ce que je lui disais, enfin il a fait ce qu'il a voulu. J'avais pas trop le choix parce qu'à un moment donné je ne pouvais plus changer. Et puis d'autres comme ça, dans la ronde aussi, il y avait un autre garçon qui jouait un mari pas sympathique du tout avec sa femme. Et il devait montrer cette facette de lui, du personnage, qu'il confondait avec les siennes. Je dis, mais non, tu n'es pas comme ça, mais il faut que tu te montres antipathique. Tu es très antipathique. Et il ne voulait pas. C'était compliqué, il ne voulait pas. Je dis, mais là, tu joues, c'est un rôle, tu vois, tu endosses un rôle. C'est professionnel, c'est professionnel, comme il faut assumer, quoi. Donc voilà, il y a des moments où on n'est pas sur le même sens des choses, et notre travail en tant que metteur en scène, c'est arriver à faire comprendre le sens. Mais en tant que metteur en scène, est-ce que ça, selon toi, ça a été, ou est-ce que c'est encore toujours difficile d'endosser le rôle de celui qui dirige, qui orchestre, qui domine la situation quand on est une femme? Oui, excellente question. Je ne suis pas certaine, vraiment, que le fait d'être une femme, enfin moi je ne le ressens pas comme ça, mais c'est pas avec les comédiens, ailleurs, j'irais, ailleurs, c'est-à-dire que on sent, oui, qu'on est une femme quand on parle avec les gens qui vont nous aider financièrement, par exemple, on sent ça, oui, qu'il y a quelque chose. Avec les comédiens, c'est sur la séduction que ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué sur la séduction, mais moi j'ai jamais ressenti de difficulté particulière. Moi je me suis dit qu'à un moment donné, c'est complètement, je ne voudrais pas du tout faire de l'antiféminisme primaire, mais il y a quelque chose qui le sexe n'existe plus, quoi. Enfin, on est un être qui dirige, un individu, une individu, et que ce fait d'être un homme, une femme, enfin, je pense tout d'un coup à Mnouchkine, enfin, ça me traverse l'esprit, parce que voilà, quelqu'un a toujours dirigé, c'était une femme. Je pense que le fait qu'elle soit une femme n'a pas été dommageable dans son geste de metteur en scène. Je pense que ses équipes l'ont toujours suivi sans discuter, même peut-être presque trop. Enfin bon, parce qu'on sait qu'Ariane, elle faisait quand même des castings un peu étranges, enfin elle mettait tout le monde sur le plateau, puis elle en prenait deux comme ça, enfin voilà, mais après chacun fait ce qu'il pense, ce qu'il veut.
Mais je suis pas sûre. Après, c'est le rapport de séduction, en revanche. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui reste, qui demeure, c'est-à-dire une manière de séduire. Voilà. Les femmes doivent séduire comme ça, les hommes comme ça. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui, moi, je trouve est très prégnant, oui. Trop. Oui. Dernière question. C'est un interdit intégré quand on est comédienne ou quand on est femme de théâtre de ne pas devenir metteur en scène et de ne pas briguer la direction d'une institution parce que jusqu'à quelques années, il n'y avait quasiment pas de femmes à la tête des centres dramatiques nationaux. Donc si ce n'est pas un obstacle objectif, c'est un ressenti qui empêche les femmes d'aller à cet endroit de l'institution. Oui, parce qu'il y a quand même ce rapport un peu terroriste quand même qui est là en profondeur où les hommes disposent de l'outil. Voilà, c'est un outil. De l'outil qu'est la comédienne et de l'outil qu'est peut-être la salle de spectacle. C'est ça. Nous sommes fatigués, épuisés. Il y a des miettes partout, des petits restes de poussière, de traces de départ et d'entrée, des bouts de morceaux de rien dont on ne sait plus à quoi ils appartiennent.